Aujourd'hui, nous allons vous présenter le film To Be or Not To Be ou Jeu dangereux en français. C'est un film sorti en 1942 et réalisé par Ernst Lubitsch. Il a réalisé entre autres des films comme Serenada 3, La Veuve Joyeuse, Ninotchka, Le ciel peut attendre ou encore La folle ingénue. Il est né à Berlin et son père était tailleur pour dames. Il devient d'abord acteur pour le grand metteur en scène Max Reinhardt, puis réalisateur. Il arrive à Hollywood en 1923 pour diriger l'actrice Mary Pickford et travaille aussi avec Maurice Chevalier. Il est considéré comme l'un des plus grands réalisateurs de ce que l'on appelle la comédie hollywoodienne. Si vous avez pu voir ce film, c'est grâce au comité lycéen de la région Grand Est. 5 lycéens se sont réunis, ont visionné plusieurs films et c'est celui-ci qui a été retenu. Comme le film est plus complexe qu'il n'y paraît, on va vous faire une analyse en 5 points. C'est parti! La genèse. Ernst Lubitsch, alors en contrat avec la United Artists, leur devait un second film. D'abord produit par Walter Granger, il est remplacé par Alexander Korda. Lubitsch obtient alors tous les droits sur le montage du film. Mais la société l'encourage à changer le titre, ce qu'il ne fera pas, soutenu par ses 2 acteurs principaux qui ont mis de l'argent dans l'aventure. To Be or Not To Be est un scénario original et non une adaptation de pièces de théâtre ou d'opérette. C'est la première fois que le réalisateur fait ça pour l'un de ses films parlants. Il coécrit le scénario avec Edwin Justus Mayer et fait appel à Rudolf Maté pour l'image du film. C'est déjà lui qui avait fait l'un des plus grands films, La Passion de Jeanne d'Arc, de Karl Dreyer. Le personnage de Tora était dès le départ pensé pour l'acteur Jack Benny. Par contre, pour ce qui est de l'actrice Carole Lombard, elle n'arrive que plus tard car ce rôle était à la base prévu pour l'actrice Miriam Hawkins qui voulait un rôle plus important. Un drame survient lors de la post-production, donc tout ce qui est après le tournage, montage, mixage, etc. L'actrice Carole Lombard décède dans un accident d'avion et un deuil national est proclamé. La sortie du film, le 6 mars 1942, lui est dédiée. À sa sortie, le film ne fait pas l'unanimité. Les critiques positives viennent surtout des journaux populaires, tandis que la presse spécialisée, même si elle revendique les qualités du film, le trouve de mauvais goût. Faire une comédie sur un sujet si important tel que l'invasion de la Pologne par les nazis ne plaît pas forcément à tout le monde. 2. Théâtre et cinéma. Le film est donc un scénario original écrit par un dramaturge, auteur de théâtre. Il raconte l'histoire d'une troupe de théâtre qui trompe les nazis à l'aide de la mise en scène. Lubitsch connaît bien l'univers du théâtre car il a lui-même été comédien. Son film est donc un film sur le théâtre. Il fait d'ailleurs ce qu'on appelle une mise en abîme, à savoir qu'une œuvre de création, le film que l'on regarde, met en scène une autre œuvre de création, la pièce de théâtre qui est jouée. On est parfois perdu entre le vrai et le faux, entre la comédie jouée par les acteurs et leurs personnages dans le film. Dès la séquence d'ouverture, il y a une porosité entre l'acteur qui joue un acteur qui joue un rôle. Lorsque Bronski sort dans les rues de Varsovie déguisé en Hitler, il est reconnu par une petite fille en tant qu'acteur. May I have your autograph, Mr. Bronsky? Why, certainly. Tout le film est placé sous le signe de l'inversion et du faux-semblant. En effet, le dispositif théâtral, scène, acteurs, coulisses, est sans arrêt utilisé dans la réalisation pour que le vrai, les pièges tendus à la Gestapo, se mélange au faux. Que ce soit lorsque Silevski arrive au théâtre en pensant que c'est le siège de la Gestapo, ou encore la scène finale où les coulisses deviennent la scène principale, To Be or Not To Be joue avec les codes du théâtre, mais grâce aux outils du cinéma, montage, bande-son, etc. Le monde est un théâtre. Chaque lieu du film devient une scène où une représentation peut être donnée et où circulent blagues et répliques. Les décors. Dans les années 30 et 40, tous les films hollywoodiens sont tournés dans des studios. Il n'y a pas d'extérieur réel. Cela est dû à l'organisation industrielle d'Hollywood, mais aussi aux techniques d'enregistrement du son. Et Lubitsch s'en amuse. Il fait un film quasiment que en intérieur, avec des lieux limités. L'hôtel Europe, le théâtre Polski, l'appartement des Tora et le local en sous-sol dans lequel la troupe s'est réfugiée. Certains lieux ouvrent sur d'autres, ce qui démultiplie les retournements de situation. En effet,
Dans leur fonctionnement cinématographique, afin de pouvoir développer l'intrigue, les décors sont fondés sur le principe de la boutique et de l'arrière-boutique. Il y a toujours une action derrière une porte et une circulation entre les pièces de certains décors. Cela permet donc à la mise en scène d'utiliser tous les effets du cinéma pour raconter l'histoire. Le montrer et le cacher, le champ et le hors-champ, ce qu'on ne voit pas à l'image mais qu'on devine, le public et le clandestin. Chez Lubitsch, l'ouverture et la fermeture des portes est très importante. Elle est symbole de passage d'une intrigue à une autre, d'un monde à l'autre, et très importante dans la manière dont on perçoit le film. L'exemple le plus parfait est la scène où Zelensky va au faux siège de la Gestapo. I want to get the machinery started on this report right away. I'll be back in a moment. Very well. All right, I'll get this wrapped up. No, you can't. He still has some papers in his trunk. What? Papers in his trunk? I'll kill a dirty dog. Wait a minute, I must. How are we going to get in his hotel? Yeah, how are we going to get in the hotel? Get back there. Keep him there. We'll try to figure something out. All right. Well, Colonel, is there anything else you want to ask me? Lots. Sit down, Professor. 4. La mise en scène. Tout d'abord, Lubitsch mélange les genres de films et les imbrique les uns dans les autres. Même si c'est avant tout une comédie, nous le savons dès la séquence d'ouverture avec une satire burlesque du nazisme, il aborde également le film de guerre, avec le bombardement de Varsovie, le drame, le film d'espion, et enfin le vaudeville amoureux avec la relation entre Maria et Sobinski. La réalisation permet également de passer de l'un à l'autre de ces genres dans une grande fluidité. Dans To Be or Not To Be, Lubitsch utilise la mise en scène invisible, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas d'artifice de réalisation. Tout est clair dans la narration, que ce soit l'échelle des plans ou les mouvements de caméra. Chaque instant du film se doit d'être porteur de rire ou d'émotions vitales qui s'effacent au profit du suivant. C'est toute la force comique du film. On parle alors de transparence de mise en scène. Chaque mouvement est maîtrisé, que ce soit dans les déplacements de personnages ou ceux de la caméra. Il privilégie les plans à plusieurs personnages pour renforcer l'effet comique, comme lors de la discussion autour du cadavre de Zelensky. No, Professor, I tell you a better story. Maybe he is wearing a false beard. Oh, I hardly think so. Then why don't you convince yourself? Why don't you pull his beard? Il utilise aussi des panoramiques brefs et précis pour nous faire découvrir et aller chercher les personnages ou les objets. Toute la mise en scène est virtuose car elle est d'une simplicité et d'une rigueur qui sert au mieux l'histoire et la situation. Enfin, Lubitsch utilise beaucoup l'ellipse. L'ellipse au cinéma, c'est le fait de passer d'un moment à un autre sans voir ce qu'il s'est passé. Dans To Be or Not To Be, c'est presque une marque de fabrique. Ça permet au réalisateur d'aller à l'essentiel dans ce qu'il veut raconter. Cependant, même s'il est parfois compliqué de s'y retrouver, Lubitsch nous donne l'illusion d'être les complices de son film en nous laissant le soin de combler les trous laissés par ses ellipses. De plus, il nous donne parfois des informations avant même que les héros s'en rendent compte pour provoquer le rire chez nous, comme par exemple lorsque Sobinski se lève au moment de la tirade d'Hamlet. To be or not to be? That is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows. 5. Le comique et la censure. Comme tout bon réalisateur de comédie, Lubitsch joue de plusieurs ressorts pour exploiter le comique de son film. Il utilise les jeux de mots, les quiproquos, comme quand Zelensky apprend à Toura la liaison de sa femme, And I had to swear to this young Romeo not to tell the husband. That gives you a rough idea of the message. Yes, it. les répétitions, la blague sur Erhard, les métaphores et les dialogues absurdes. Il utilise aussi le burlesque pur, à l'ancienne, en parsemant son film de plans sur les gens stupéfaits, au début, à la fin et dans les réactions d'Erhard. Mais l'effet comique naît aussi de choses plus subtiles, comme la scène où Toura découvre Sobinski dans son lit. C'est toute une palette d'émotions qui naît par le rire. Lubitsch, comme bien d'autres réalisateurs, s'amusait à détourner avec intelligence et espièglerie la censure. De 1934 à 1966, à Hollywood, le code de censure ACE intervenait à chaque étape de fabrication d'un film avec une liste d'interdits, notamment sexuels. En ce qui concerne l'adultère dans To Be or Not To Be, Lubitsch s'amuse beaucoup à détourner la censure.
Il utilise les sous-entendus, le double discours, lorsque Sobinski parle de son métier, Well, there isn't much to tell. I just fly a bomber. Oh, how perfectly thrilling. I don't know about its being thrilling, but it's quite a bomber. You might not believe it, but I can drop 3 tons of dynamite in 2 minutes. Really? l'ellipse encore, Maria et Sobinski se sont vus mais rien n'a été montré au spectateur, le hors-champ, lorsque Sobinski entre seul dans les loges, et enfin la métaphore. Sobinski est littéralement dans le lit de Tora, puis enfile la robe de chambre et les pantoufles de celui-ci. To be or not to be? Oh, I'm feeling much better. Lubitsch était un cinéaste inventif et transgressif. L'une des meilleures définitions de lui et son travail a été faite par un censeur. Il a dit « on sait ce qu'il dit, mais on ne peut pas prouver qu'il le dit ». Voilà, on espère qu'on vous aura aidé à mieux comprendre le film. Ah, et une petite question pour finir. Dans le film, il y a des blagues récurrentes. C'est le comique de répétition. Alors, quelle est la blague qui est dite 2 fois dans le film à propos d'Hitler ? Vous avez la réponse ? Alors à bientôt !